La Chine a passé 2 décennies à convaincre le monde que ses armes étaient de classe mondiale. Mais il n'a fallu que 3 guerres et seulement 9 mois pour détruire cette image. Pakistan, Venezuela, Thaïlande, Iran. Ces pays ont dépensé des milliards pour acheter des missiles, radars et avions de chasse chinois pour se protéger. Des pays ont cru aux promesses de Pékin que ces armes rivalisaient avec l'Occident à moitié prix. Pourtant, dès qu'un de ces pays a été en conflit, il a échoué, et l'Iran a fini par être la victime ultime de tous. Pas une fois, mais 2 fois en une seule année. En fait, la deuxième fois a été bien pire. Vers 9h du matin, le 28 février 2026, le guide suprême, Ali Khamenei, devait rencontrer ses principaux conseillers militaires et du renseignement à Téhéran. Il ignorait que le Mossad et la CIA avaient déjà cette information. Alors qu'ils se préparaient pour la réunion, les forces américaines et israéliennes intervenaient déjà. Non seulement vers Téhéran, mais simultanément dans plus de 20 des 31 provinces iraniennes. En 60 minutes, les forces américaines et israéliennes ont frappé des infrastructures militaires, des sites nucléaires, des bases de missiles, des commandants des gardiens de la Révolution et le bâtiment où se trouvaient Khamenei et ses conseillers. En fin de journée, l'Iran a confirmé la mort de son guide suprême et d'environ 40 hauts commandants. Depuis lors, nous avons vu d'innombrables rapports de renseignements et affirmations concernant les pertes, mais on sait très peu de choses sur ce qui est réellement arrivé au réseau de défense aérienne de l'Iran. Eh bien, nous savons que la majeure partie, sinon la totalité, a été détruite, mais ont-ils seulement riposté? La réponse courte est probablement non. Et chose intéressante, c'était déjà le cas la première fois aussi. Lorsque Israël a lancé l'opération Lion-Levant le 13 juin 2025, plus de 200 avions de chasse israéliens, dont des F-35 furtifs des chasseurs bombardiers, F-15 et des F-16, ont pénétré dans l'espace aérien iranien en 5 vagues successives. Les jours suivants, les États-Unis ont mené leur frappe lors de l'opération Marteau de minuit. 7 bombardiers furtifs, B-2 Spirit, ont décollé de la base aérienne de Whiteman dans le Missouri, ont largué 14 bombes anti-bunker à pénétration massive sur les installations nucléaires souterraines de l'Iran, puis sont rentrés à leur base. À la fin de ces 12 jours, l'Iran n'avait pratiquement plus de réseau de défense aérienne opérationnel. On pourrait penser que cela entraînerait une sérieuse remise en question des fournisseurs, non? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le fournisseur a humilié l'acheteur, disant que les opérateurs iraniens ne savaient pas utiliser leur système de classe mondiale. Mais ce n'est même pas le pire. Quelques jours après, le cessez-le-feu de juin 2025, le ministre iranien de la Défense et d'autres sont partis à Pékin acheter plus d'armes chinoises. Réfléchissez à cela. L'Iran a vu tout son réseau de défense aérienne démantelé systématiquement. Malgré une humiliation publique par les Chinois, il s'est d'abord tourné vers Pékin pour ses achats. Honnêtement, je ne sais pas vraiment comment expliquer cette décision, mais voici ce qui la rend encore plus étrange. À peu près au même moment, l'Iran cherchait à acheter de nouveaux équipements chinois. La Chine subissait déjà une autre humiliation au Pakistan, où un mois auparavant, l'Inde avait détruit des radars et missiles fournis par la Chine lors de l'opération Sindur, une mission militaire de 4 jours en mai 2025. Pékin n'a pas reconnu de problème avec ces systèmes, accusant plutôt le manque de professionnalisme des opérateurs pakistanais. Selon le média Mizima, Pékin aurait même poussé Islamabad à cacher ou détruire les preuves des échecs du QG-9B, craignant que ces images nuisent à ses exportations de matériel de défense. En juillet 2025, selon plusieurs rapports de défense, l'Iran avait reçu une livraison de systèmes de missiles solaires longues, portés chinois, QG-9B, dans le cadre d'un accord de troc pétrole contre armes. Les systèmes auraient été déployés pour protéger les installations nucléaires de Natanz et Fordo, les bases du CGRI, ainsi que les dirigeants autour de Téhéran et d'Ispahan. Et nous savons exactement comment ça s'est terminé. Mais pourquoi ces nations se tournent-elles toujours vers la Chine? Depuis 20 ans, l'industrie de la défense chinoise s'est rapidement développée et a envahi les marchés d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. La plupart des acheteurs étaient des pays qui n'avaient pas les moyens d'acheter des armes occidentales ou qui étaient bloqués par des sanctions et des embargos. L'Iran et le Pakistan avaient peu d'options. L'Iran, par exemple, fait face à de lourdes sanctions occidentales depuis la révolution islamique de 1979. Avant cela, l'armée iranienne fonctionnait avec du matériel américain et européen. Elle utilisait même des F-14 Tomcat parmi les avions de chasse les plus avancés de leur époque. La semaine dernière, des frappes israéliennes ont touché la 8e base de chasse tactique d'Ispahan, où se trouve toute la flotte restante de F-14 de l'Iran. Tsahal a annoncé le 8 mars avoir détruit les derniers avions Tomcat présents sur place. Des images satellites ont confirmé la destruction d'au moins 2 à 3 F-14 au sol. Après la révolution islamique de 1979, les relations avec l'Occident se sont effondrées presque du jour au lendemain. La Russie était une option.
Mais les dirigeants iraniens n'ont jamais vraiment fait confiance à Moscou, et les armes russes étaient chères et peu fiables. La Chine est alors intervenue, proposant sans cesse des prix plus bas que la Russie tout en assurant une technologie équivalente ou supérieure. Téhéran est ainsi devenu dépendant des armes chinoises. L'histoire du Pakistan est similaire. Avant les années 1990, le Pakistan utilisait surtout du matériel américain et occidental, notamment durant la guerre froide en tant qu'allié clé des États-Unis contre l'influence soviétique en Afghanistan. Tout a changé après les essais nucléaires pakistanais en 1998. Les États-Unis ont aussitôt imposé de lourdes sanctions et cessé presque immédiatement les livraisons de matériel militaire. N'ayant nulle part où aller, le Pakistan a renforcé son amitié avec la Chine, qui a inondé Islamabad de chasseurs abordables, de chars, de missiles et de navires de guerre, devenant rapidement le principal, et pratiquement le seul, fournisseur d'équipements militaires du Pakistan. En plus de tout cela, la Chine a constamment produit des systèmes d'armes impressionnants au fil des décennies, les présentant souvent comme révolutionnaires, et allant parfois jusqu'à affirmer avec audace qu'ils sont bien supérieurs à la technologie occidentale. Par exemple, dans les années 1990 et 2000, la Chine a fortement mis en avant sa technologie de missiles avancés et ses avions de chasse de conception nationale comme le JF-17 Thunder qui est rapidement devenu l'appareil de première ligne du Pakistan. Dans les années 2010, la Chine a dévoilé le chasseur furtif J-20 et a affirmé qu'il pouvait rivaliser, voire surpasser, les avions américains comme le F-22 et le F-35 et ils ne se sont pas arrêtés là. Tous les 2 ou 3 ans, Pékin présentait quelque chose de nouveau. Des missiles anti-navires, des bombes guidées de précision, des systèmes radars de haute technologie, chacun promettant des performances équivalentes à celles de l'Occident pour une fraction du coût, et à chaque fois, cela faisait la une des journaux. Cela a donné l'impression que la technologie chinoise rivalisait avec l'armement occidental, rendant les armes chinoises attractives pour des pays comme l'Iran et le Pakistan, qui cherchèrent des armes avancées sans avoir les moyens, ni l'accès aux options occidentales. Après avoir dépensé des dizaines de milliards de dollars, ces pays croyaient sincèrement avoir constitué des arsenaux de pointe, suffisamment puissants pour se défendre, ou même défier des adversaires comme Israël et l'Inde. Comme indiqué, ils n'ont en réalité acquis qu'une coûteuse ferraille temue. Concernant l'Iran, la Chine maintient ce qu'on nomme un partenariat stratégique avec eux. Pékin achète environ 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran, soit environ 1,4 million de barils par jour, offrant à Téhéran la bouée de sauvetage économique dont il a besoin pour survivre sous les sanctions américaines. La Chine a intégré l'Iran dans les BRICS. Elle a fait entrer l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, et des entreprises chinoises ont bâti l'infrastructure de surveillance du pays. Pendant des années, Pékin a été l'oxygène diplomatique et l'épine dorsale économique de l'Iran, et la seule grande puissance à bloquer systématiquement à l'ONU les résolutions occidentales contre Téhéran. Puis les États-Unis et Israël ont tué l'ayatollah. Et maintenant, même après plus de 2 semaines, la Chine est introuvable. Le ministre chinois Wang Yi a appelé son homologue russe et publié un communiqué jugeant l'assassinat du guide suprême iranien inacceptable. Mais c'est tout, c'est la réaction complète de la Chine. Comparez cela à l'aide américaine à l'Ukraine. Armes, argent, capital politique. La Chine n'a même pas rédigé de lettre de protestation ferme pour son partenaire stratégique. Et c'est déjà un énorme problème pour la façon dont Pékin se présente au monde. La Chine a passé 10 ans à bâtir une architecture diplomatique et sécuritaire alternative, avec les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et l'Initiative pour la sécurité mondiale, pour se présenter comme un partenaire fiable aux pays refusant l'alignement avec les États-Unis. L'Iran devait illustrer cette promesse. Mais lors de l'épreuve, Pékin n'a offert qu'un soutien moral. Ce n'est pas que les armes chinoises aient échoué dans un seul pays. Elles échouent presque partout en même temps. Et ces échecs sont si constants qu'on ne peut blâmer ni les opérateurs ni des conditions particulières. Les faits parlent d'eux-mêmes. Lors d'une opération nocturne de 3 heures, les forces spéciales américaines ont volé en hélicoptère directement sur Caracas, ont extrait le président vénézuélien Nicolás Maduro de sa résidence, l'ont emmené sur un navire de guerre, puis transféré à New York pour répondre à des accusations de narcoterrorisme. Plus de 150 avions ont été déployés depuis environ 20 bases et navires de guerre différents à travers l'hémisphère occidental. Le général Dan Kane a qualifié cela d'une des opérations les plus précisément coordonnées de l'histoire militaire américaine. Et tout comme l'Iran, le Venezuela a beaucoup investi dans l'équipement de défense aérienne chinois, pour empêcher précisément ce genre de choses. Le pays exploitait plusieurs systèmes radars anti-furtivité JY-27 à fabriquer en Chine, commercialisés par Pékin comme étant capables de détecter des F-22 et des F-35 à plus de 150 miles de distance. Ceux-ci étaient intégrés dans un réseau plus large, aux côtés de batteries russes, S-300VM, et de systèmes Panzir 1, et pas un seul d'entre eux n'a tiré sur les centaines de chasseurs, drones et hélicoptères américains opérant dans la région.
Pas un seul missile. Maintenant, voici la partie vraiment importante. Ces batteries russes S-300 auraient, au minimum, tenté d'engager une cible. Nous savons qu'elles fonctionnent, car nous les avons vues à l'œuvre en Ukraine, où les deux camps ont utilisé les S-300 pour abattre avions, missiles et drones durant la guerre. L'Ukraine s'en est servie contre des avions russes, la Russie contre des villes ukrainiennes. Qu'on les aime ou pas, les S-300 engagent toujours des cibles, c'est leur rôle. Le problème au Venezuela n'était pas le matériel russe, mais le fait qu'il ait été relié directement au réseau radar chinois. Le but principal du JB-27A était d'être les yeux de tout le système, en détectant les avions furtifs ennemis assez tôt pour guider les missiles vers eux. Après tout, Pékin l'avait présenté comme capable de repérer des avions comme le F-35 à une distance de 300 à 500 km. C'est pour cela que le Venezuela a payé. Mais pendant les 3 heures où les forces américaines sont restées dans l'espace aérien vénézuélien, le JLAWI-27A n'a rien détecté. Les avions de guerre électroniques EA-18G Growler ont brouillé tout le réseau radar avant qu'ils ne puissent obtenir une seule piste utile. Des hélicoptères des opérations spéciales ont volé jusqu'à la résidence de Maduro et l'ont envoyé aux États-Unis. Yu Tsongchi, général de division à la retraite et ancien directeur du collège de guerre politique à l'Université nationale de défense de Taïwan, a affirmé que le système chinois semble moderne sur le papier, mais échoue face aux exigences du combat réel. Pendant près de 6 mois, la Thaïlande et le Cambodge se sont disputés un territoire frontalier. En décembre, l'armée royale thaïlandaise a déployé ses chars V-24 fabriqués en Chine par Norinco sur le front lors de la reprise des combats. Puis, un canon a explosé. Le colonel Lisha de l'armée thaïlandaise, porte-parole adjoint, a confirmé l'incident et a signalé des brûlures et des commotions chez 3 membres d'équipage. L'armée royale thaïlandaise a mené une enquête technique et les résultats étaient décevants. Le National Interest a rapporté que le canon s'était fissuré après environ 40% de sa durée de vie. 40%. Pour comprendre pourquoi ce chiffre est accablant, il faut du contexte. Un canon standard d'Abrams M1A2 est conçu pour environ 500 à 700 tirs selon le type de munition, et en pratique, ils atteignent ou dépassent souvent ce chiffre. Les Léopard 2 sont dans la même gamme. Même les canons russes de T-72 et T-90 qui opèrent dans des conditions plus dures et avec moins d'entretien, atteignent souvent leur durée de vie prévue. Le VT4, en comparaison, est conçu pour environ 500 tirs, ce qui est dans la fourchette basse, mais le canon qui a éclaté a cédé après environ 200 tirs. Ce n'est pas le seul problème rencontré par la Thaïlande avec ses chars. Dès leur livraison, les équipages ont signalé des problèmes récurrents avec les systèmes d'entraînement de la tourelle, la fiabilité du contrôle de tir et les moteurs. Les équipages ont aussi signalé un blindage latéral insuffisant et une rotation trop lente pour un engagement dynamique. Pour être juste, le Vo-24 coûte environ la moitié d'un Léopard 2 ou d'un Abrams, soit 4 à 5 millions de dollars, l'unité contre 8 à 10 millions pour les modèles occidentaux. Peut-être pensez-vous, on en a pour son argent. La moitié du prix, on fait quelques compromis. C'est un compromis raisonnable, bien sûr, sauf que le canon n'a pas cédé à la moitié de sa durée de vie prévue. Il a cédé à 40% de 500 coups, donc moins de la moitié. Les équipages thaïlandais avaient signalé ces problèmes dès le début, mais personne ne les a pris au sérieux avant qu'un canon n'éclate lors d'un engagement. À ce jour, les responsables chinois n'ont rien dit sur les problèmes du canon du VT4. Selon nos observations, les Chinois blâmeront probablement l'équipage pour un mauvais chargement des munitions. Le Myanmar a été le tout premier client à l'exportation du JF-17 Thunderbird, un chasseur de 4e génération développé conjointement par le complexe aéronautique du Pakistan et la Chengdu Aircraft Corporation de Chine. Le Myanmar a signé l'accord en 2016 et a reçu son premier appareil en 2018. En l'espace de 4 ans, toute la flotte livrée avait été clouée au sol. La liste des défaillances était tout simplement embarrassante. Fissures structurelles aux extrémités des ailes et points d'emport, panne persistante du radar KLJ-7 chinois, problèmes de moteur et dysfonctionnement de l'ordinateur d'armement, limitant les zones de lancement des missiles longue portée lors des entraînements. Ces appareils étaient de véritables pièges mortels à piloter, sans même parler de combattre avec. La junte militaire du Myanmar a envoyé un message ferme à Islamabad, exigeant des comptes. Le Pakistan a envoyé des équipes techniques en septembre 2022, puis à nouveau en 2023, mais au final, ils n'ont rien pu réparer. La junte était tellement furieuse que le général Min Aung Hlaing a personnellement soulevé la question auprès du premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif et du chef de l'armée, le général Azim Munir. Réfléchissez-y un instant. Le dirigeant d'une dictature militaire, un homme pas vraiment réputé pour sa diplomatie, a ressenti le besoin de se plaindre personnellement auprès de 2 des plus hauts responsables pakistanais à propos de chasseurs en panne. Et comme même cela n'a rien changé, la Chine a dû intervenir.
L'envoyé chinois s'est rendu à Napiero, non par inquiétude pour la force aérienne du Myanmar, mais car le JF-17 co-développé par la Chine voyait sa réputation sur le marché mondial ternie. Pékin devait contenir la situation avant que la nouvelle ne se propage. Finalement, la force aérienne du Myanmar a complètement abandonné les J-17 et s'est rabattue sur ses MiG-29 Yak-130 et K-8 pour mener sa guerre civile. Depuis, la junte refuse de nouvelles négociations avec le Pakistan pour remplacer les avions. Franchement, après ce qui est arrivé à la force aérienne pakistanaise face à l'Inde, peut-on vraiment leur en vouloir? Le plus fou, c'est que même le Nigeria a vécu la même expérience. Fin 2025, toute sa flotte de JF-17 était clouée au sol. En novembre 2023, Lagos en avait déjà assez et a signé un contrat avec Leonardo, une entreprise italienne, pour 24 avions de combat légers M346 FA en remplacement. Ainsi, le Pakistan a exporté le JF-17 vers exactement 3 pays dans toute l'histoire de cet avion. 2 d'entre eux s'en sont détournés. Le 3e a mis la main dessus il y a seulement quelques mois, et vous pouvez deviner la suite. Donc oui, au final, le tableau est assez cohérent. Tout nier, accuser tout le monde. La Thaïlande a mal utilisé ses chars. Le Myanmar et le Nigeria n'ont pas maintenu leurs avions de chasse. Le Venezuela a eu tort de faire confiance aux batteries russes. Les opérateurs pakistanais manquèrent de formation. Ce ne sont jamais les armes qui sont en cause. Jamais le fabricant. Toujours le client à chaque fois. Maintenant, le problème pour la Chine, c'est qu'elle utilise exactement les mêmes systèmes pour se protéger. Le même QG-9B qui a échoué au Pakistan, le même radar JOI-27A qui est devenu aveugle au Venezuela. Ces systèmes sont déployés autour de Pékin, autour du Tibet, et sur toutes les îles que la Chine a passé la dernière décennie à militariser en mer de Chine méridionale. En fait, le radar JBV-27A est également déployé près du lac Pangong, dans l'est du Ladakh, juste en face des positions militaires indiennes, le long de la frontière de l'Himalaya. L'Inde sait déjà exactement comment ce radar fonctionne sous pression. Elle a détruit le même modèle sur la base aérienne de Shenyang au Pakistan lors de l'opération Sindoor. Elle connaît les fréquences de brouillage, les temps de réponse et les angles morts. Pensez à ce que cela signifie face aux armes indiennes, en particulier le missile BrahMos. C'est un missile de croisière supersonique qui vole à seulement 5 mètres au-dessus du sol dans sa phase terminale. Et en plus de cela, il ne vole même pas en ligne droite. Sur Terre, il utilise la forme réelle du terrain contre vous, en longeant les vallées, les pentes et les crêtes, utilisant les obstacles naturels pour rester hors de vue des radars placés plus loin. Et il fait tout cela à environ Mach 3, ce qui correspond à peu près à 1 km par seconde. Un missile arrivant à Mach 3 et caché derrière l'horizon radar laisse aux défenseurs que quelques secondes pour réagir. Dans les dernières secondes, BrahMos effectue des manœuvres latérales et verticales soudaines en volant à basse altitude, compliquant le suivi radar et les solutions de tir. Ainsi, au moment où le radar de contrôle de tir HT-233 du QG-9B le détecte réellement, le missile est déjà à l'intérieur de la fenêtre d'engagement. Et cela, c'est avant même de prendre en compte les plateformes de guerre électroniques indiennes, qui brouillent activement ces radars avant que les batteries ne puissent même obtenir un verrouillage. Plusieurs sites de missiles pakistanais ont été détruits avant de lancer un intercepteur. L'Inde n'était pas la seule à constater l'échec de ces systèmes chinois. Les États-Unis et Taïwan observaient aussi. Et puis, ils ont tous vu la même chose se produire au Venezuela en janvier 2026 et de nouveau en Iran, seulement 6 semaines plus tard. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ce à quoi ressemblerait une invasion de Taïwan. L'armée populaire de libération doit traverser environ 180 km de pleine mer. Elle doit effectuer des débarquements amphibies sur une île très fortifiée entourée de corail. Elle doit neutraliser les défenses aériennes taïwanaises et affronter les groupes aéronavals et avions furtifs américains. Tout dépend des réseaux radars, des batteries de missiles solaires et de l'intégration de la guerre électronique de l'APL, qui doivent fonctionner sous le feu, le brouillage et la suppression américaine des défenses aériennes ennemies. Mieux que cela n'a fonctionné dans les 4 autres nations évoquées. Le Centre d'études stratégiques et internationales a probablement réalisé le jeu de guerre public le plus détaillé sur une invasion de Taïwan. Ils l'ont réalisé non pas une fois, ni 2 fois, mais 24 fois à travers une large gamme de scénarios. Et dans la plupart d'entre eux, les États-Unis, Taïwan et le Japon ont réussi à repousser l'invasion. Mais les coûts étaient énormes. Des dizaines de navires perdus, des centaines d'avions détruits, des dizaines de milliers de militaires tués. Et cela en supposant que les armes chinoises fonctionnent comme annoncé, ce qui, comme nous venons de le démontrer ces dernières minutes, n'est pas le cas.
L'une des principales conclusions du jeu de guerre était que la meilleure option pour les États-Unis afin de défendre Taïwan consisterait à frapper précisément et à détruire les défenses aériennes de l'APL, les bases aériennes et de missiles, l'artillerie, ainsi que les centres de commandement et de contrôle opérationnel. C'est exactement ce que nous avons vu se produire, ou qui est en train de se produire en Iran en ce moment. L'échec de l'équipement chinois dans ces conflits a non seulement réduit la confiance dans ces ventes d'armes, mais aussi suscité de graves doutes sur la défense chinoise. Honnêtement, ce n'est pas surprenant, car fin 2023, des évaluations du renseignement américain ont révélé quelque chose qui, si cela s'avère vrai, est l'un des pires scandales militaires de l'ère moderne. La corruption dans la force des fusées chinoises, chargée de l'arsenal nucléaire et des missiles conventionnels, est si répandue que certains missiles à carburant liquide ont été remplis d'eau au lieu de carburant. En plus de cela, des complexes de silos à missiles dans l'ouest de la Chine ont été découverts avec des défauts de construction, avec des couvercles de silos soit trop lourds, soit défectueux sur le plan mécanique, pour s'ouvrir comme prévu, ce qui pourrait empêcher complètement les lancements en cas d'urgence. Rappelez-vous, l'arsenal nucléaire est censé être la garantie ultime de sécurité d'une nation. Dans les mois suivants, Xi a purgé environ 15 hauts responsables militaires et de la défense, dont le ministre de la Défense, le commandant, le commissaire de la force des fusées et plusieurs officiers supérieurs. Le ministre de la Défense, Li Chongfu, a disparu de la scène publique en août 2023 et a été officiellement démis de ses fonctions 2 mois plus tard, après seulement 7 mois à ce poste. La destitution de la direction de la force des fusées est une première dans l'histoire moderne de l'APL, avec le remplacement total de son haut commandement. En avril 2025, le général He Weidong, le deuxième officier militaire le plus haut gradé de Chine et vice-président de la commission militaire centrale, a été arrêté et démis de ses fonctions. En novembre 2024, l'amiral Miao Hua, chef du département du travail politique de la commission militaire centrale, a été suspendu pour violation disciplinaire. Les deux ont été officiellement expulsés du parti en octobre 2025. Même aujourd'hui, Xi Jinping purge systématiquement le sommet même de l'institution sur laquelle il est censé pouvoir compter pour mener une guerre, parce qu'il ne sait vraiment pas si elle le fera. Mais nous allons trop vite dans l'histoire. Voici comment la Chine manipule ses acheteurs, actuels et futurs, en 5 étapes de propagande. D'abord, la propagande chinoise proclame la victoire. Après l'opération Sindoor, en mai 2025, les médias d'État chinois et les responsables pakistanais ont affirmé que le Pakistan avait abattu 3, puis d'autres, avions de chasse, rafales de fabrication française en utilisant des chasseurs chinois, J-10C, armés de missiles, PL-15E. Les affirmations, précises et sûres, ont influencé les marchés boursiers. Les actions d'Avik Chengdu Aircraft, le fabricant des J-10 et JF-17, ont grimpé de près de 60%. Même l'indice chinois de l'aérospatial et de la défense a monté grâce à la propagande. Pendant ce temps, Dassault Aviation, constructeur du Rafale, a vu son action baisser le même jour. Étape 2. Les preuves s'effondrent. Les analystes OSINT ont retrouvé les numéros de queue des Rafales que le Pakistan disait avoir abattus. BS-0, 21, BS-0, 22 et BS-0, 27, et ont trouvé des preuves photographiques des 3 appareils présents lors d'un exercice aérien conjoint Inde-États-Unis, quelques semaines plus tard. Au même moment, le consultant aéronautique français Xavier Tetilmin a identifié les débris que les médias pakistanais présentaient, comme un Rafale abattu, comme étant en réalité un réservoir de carburant, datant de décembre 1984, soit avant même le premier vol du Rafale. Étape 3. L'action se corrige. Avak Chengdu a reculé de la fin mai jusqu'en juin. À la fin décembre 2025, il se négociait autour de 76 yuan, en baisse de plus de 20% par rapport à son sommet. Bien que le pare-feu chinois supprime toute information contredisant le récit officiel, l'action Dassault s'est redressée et son carnet de commandes est resté solide. L'Indonésie a signé une lettre d'intention pour le Rafale le 28 mai 2025, 2 semaines et demie après que le Pakistan a affirmé en avoir abattu un. Étape 4. La Chine publie un documentaire de gestion de crise. Le 21 mai 2025, peu après le pic du marché et avant le démenti complet, l'émission Mémoire nationale sur la télévision d'État chinoise a diffusé une série en 2 parties. La légende du J-10 retraçant le développement de l'avion et le qualifiant de miracle de la défense aérienne, destiné à ses citoyens qui n'auraient jamais de démenti de toute façon. Étape 5. Blâmer le client. Sentant qu'elle ne peut pas contrôler l'environnement de l'information à l'extérieur de la Chine comme elle le fait à l'intérieur, elle se rabat sur la seule option qui lui reste.
Nous attendons encore la réponse de la Chine sur le sort des systèmes achetés par l'Iran il y a à peine quelques mois. Mais le marché mondial des armes, lui, continue d'avancer. Selon le classement le plus récent de CIPRI, publié en mars 2026, la Chine est désormais le 5e plus grand exportateur d'armes au monde avec 5,6% des transferts mondiaux d'armes rétrogradées de la 4e place par l'Allemagne, qui a dépassé Pékin avec 5,7%. Le rapport de CIPRI sur les 100 plus grandes entreprises d'armement a aussi montré une baisse de 10% des revenus chez les 8 entreprises chinoises suivies. Norinco, le fabricant de chars et d'armes dont le canon V24 a explosé en Thaïlande, a vu ses revenus chuter de 31%. Le Pakistan envisagerait désormais le système de défense aérienne Siper-Turk comme remplacement du QG-9B défaillant. La Chine continuera tout de même à vendre des armes, à être coupée des fournisseurs occidentaux, à laisser de nombreux pays sans options abordables, la Chine restant souvent leur seule option. Et regardez, on pourrait dire que la Chine possède encore dans son arsenal des armes qu'elle n'exporte pas, des systèmes qu'elle garde uniquement pour elle, ce qu'elle considère comme vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est un argument valable. Mais la Chine ignore comment ces armes réagiraient contre un véritable ennemi, n'ayant mené qu'une seule guerre majeure en 47 ans. Le conflit frontalier de 1979 avec le Vietnam, qui, selon la plupart des témoignages, ne s'est pas bien déroulé. Depuis, il n'y a eu que des exercices, des défilés et des documentaires à la télévision d'État. Les systèmes occidentaux sont sans cesse testés lors de combats réels, dans le Golfe, en Syrie, en Ukraine, au Venezuela, et désormais à nouveau en Iran. Le F-35 a désormais confirmé des victoires RR et des pénétrations furtives vérifiées. Le BrahMos a détruit de vraies cibles lors de guerres réelles. Le EA-DX-8G Growler a neutralisé de véritables réseaux radars dans 3 pays différents au cours des 12 derniers mois. Les systèmes chinois ont subi leur premier véritable test en conditions réelles en 2025 et 2026. Le bilan est tombé, et il est aussi mauvais que possible. XT a purgé des généraux. Il a restructuré l'APL. Il a investi de l'argent dans la modernisation pendant 2 décennies. Il a bâti la plus grande marine mondiale en nombre de navires, le plus vaste arsenal de missiles balistiques hors États-Unis, et un réseau spatial et de surveillance rivalisant avec celui de l'Occident. Et tout cela semblait parfaitement convaincant, jusqu'à ce que des pays commencent à utiliser leurs armes dans de vraies guerres.